les NFT, je vois pas pourquoi les personnes n'essaieraient pas d'utiliser cette technologie pour faire du blanchiment, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la technologie blockchain, ce que ça apporte en plus, c'est la possibilité en fait de remonter à la source et vu que c'est immuable, en fait c'est accessible à tous, c'est immuable et donc tôt ou tard on peut faire des recoupements pour essayer de comprendre en fait qui a fait quoi. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. Donc oui, ça doit exister. Pour moi, de mon point de vue, enfin, le sujet en fait, c'est même pas un sujet parce que le blanchiment, encore une fois, c'est quelque chose de plus global. C'est pas une problématique que les NFT ont créée. Et ce que j'ajoute en bémol, c'est tout simplement de comprendre que la blockchain fait en sorte que on peut, dans certains cas, remonter vers ceux qui font ces pratiques malicieuses. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Robert. Get Robert en édition un peu spéciale aujourd'hui, ce sera une édition extérieure, mais ça reste toujours la même idée. Donc c'est Get Robert, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez des questions, moi j'y réponds et on démarre directement, on peut commencer. Alors, hop, quels sont les bons registres dans la communauté NFT? Ok, what are good ledger out there NFT community? Donc là, si je comprends bien la question, parce qu'en fait, là, il y a au niveau de la traduction, le registre, en fait, on peut garder comment dirais-je, le mot anglais, en fait, donc le ledger. Donc, de mon point de vue, la question qui est demandée, c'est en gros, quel hardware wallet sont bons pour la communauté NFT. Donc, si je comprends bien, si c'est bien ça. Donc, aujourd'hui, ce qui est vu comme le standard sur le marché, c'est Ledger. Donc, Ledger, c'est le nom, c'est une boîte française. Et Tezos. Donc, ça, c'est une boîte américaine. Et aujourd'hui, c'est vu comme le standard au niveau des hardware wallets. Donc, j'espère que je comprends bien la question. Voilà ce que j'ai à dire pour cette question. Donc, prochaine question. Alors, les NFT sont-ils mauvais pour l'environnement? Donc ça, merci pour cette question. Alors, qui pose la question? C'est Paperbird H, NFT Dose. Donc, c'est une question, c'est plus qu'une question en fait, c'est une des principales objections du monde par rapport au NFT. Est-ce que c'est mauvais pour l'environnement? Et donc, je vais la faire en short. J'ai pas encore fait d'épisode en fait dans mon autre show qui est DJ Spa Robert sur ce topic, mais en gros, je vais répondre en short. Donc, les gros points clés à bien comprendre, c'est quand on parle en fait de est-ce que les NFT sont mauvais pour pour l'environnement, la question réelle qui est posée, c'est est-ce que Ethereum est mauvais pour l'environnement? Parce que finalement, aujourd'hui, le monde NFT vit principalement sur Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain de type smart contract. Donc les NFT, en fait, cette technologie, en fait, elle est utilisable. Elle est utilisable parce qu'il y a une blockchain de type smart contract. Donc smart contract, c'est en fait des contrats intelligents qui fonctionnent de type si quelque chose, donc si conditions, alors action. Donc ça, c'est la fondation pour que le NFT fonctionne. Et donc, du coup, oui, là où je veux en venir, c'est que la question est mal posée parce on fait un amalgame entre est-ce que c'est les NFT qui sont mauvais pour l'environnement, mais finalement, en fait, les NFT vivent dans un environnement et c'est cet environnement qui est vachement énergivore parce qu'en fait, Ethereum, dans la fonction dont Ethereum fonctionne aujourd'hui, c'est proof of work. Donc, c'est-à-dire que pour inscrire une transaction sur la blockchain, en fait, il y a des mineurs en fait qui sont en compétition les uns contre les autres pour gagner le fait d'enregistrer en fait une transaction dans la blockchain. Et en fait, ce qui fait qu'il y a énormément de CPU, donc de computers, d'ordinateurs, pardon, et donc d'électricité consommée dans cette compétition, donc le proof of work, pour opérer le réseau Ethereum. Donc finalement, quand on parle de est-ce que les NFT sont mauvais pour l'environnement, je le redis, je crois que c'est la troisième fois que je l'ai dit, mais c'est vraiment ça. C'est la question est mal formulée parce que la question réelle qui est posée là, c'est est-ce que Ethereum est mauvais pour l'environnement? Parce que comme je dis, donc les NFT vivent principalement dans le monde Ethereum
Et Ethereum aujourd'hui fonctionne en Proof of Work, et Proof of Work est vachement énergivore, mais vous devez savoir que, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a une migration en fait du réseau qui est en cours. Donc le passage en fait du Ethereum 1.0 au 2.0 en fait du Proof of Work au Proof of Stake est en train de s'opérer. Et cette opération va rendre le réseau beaucoup moins énergivore. Et de toutes les façons, en fait, moi, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que de mon point de vue, ça peut pas rester tant énergivore parce qu'en fait, c'est mauvais pour tout le monde. Sur toute la ligne, en fait, tout le monde est perdant parce que c'est coûteux pour les mineurs, donc en fonction Proof of Work, c'est coûteux pour ceux qui font tourner le réseau, c'est coûteux pour les utilisateurs du réseau. Aujourd'hui, en fait, quand le réseau il est congestionné, qu'on veut minter, en fait, on veut interagir avec le réseau, on peut payer des transactions qui sont folles. Et pour donner un ordre d'exemple, c'est comme si en fait, tu vas en fait à la boulangerie, peu importe, tu vas acheter ton café. C'est comme si en fait, tu achètes ton café, donc ton café il coûte 2 euros. Et par-dessus ça, tu dois te payer 1000 euros de transactions. Parce qu'en gros, le réseau derrière, c'est ce qui est nécessaire pour faire en sorte que tu puisses acheter ton café. Donc, tous ces éléments mis bout à bout font que moi, je sais pertinemment que Ethereum ne va pas rester énergivore parce qu'en fait, c'est bon pour personne. La migration est en cours du passage Proof of Work to Proof of Stake. Et voilà, et donc pour conclure, c'est vraiment la question, les NFT sont-ils mauvais pour l'environnement? Elle est mal posée parce que ce qui est vraiment la question réelle, c'est est-ce que Ethereum est mauvais pour l'environnement? Et c'est tout pour moi. Et donc, prochaine question. Alors, je me demande qui achète des NFT maintenant. Donc, en gros, c'est le 12 mai 2022. Et donc, du coup, quand la question est posée, j'imagine que je me demande qui achète maintenant des NFT. Donc, en gros, la question qui est posée aujourd'hui, c'est dans le sens où, par rapport au bear market, tout simplement, c'est-à-dire que comme le monde des cryptos, en fait, il y a eu une forte chute au niveau des mondes des cryptos. Donc, je pense que là, la question qui est posée, c'est de se demander, en fait, vu que les cryptos se sont un peu dégringolés, qui aujourd'hui continue à acheter. Donc, je ne suis pas Nostradamus, mais je vais dire moi ce que je pense. C'est en gros, ceux qui continuent à acheter, c'est ceux qui ont les moyens de le faire. C'est ceux qui continuent, soit qui ont encore les moyens, ou soit qui, qui continuent à acheter en fait de la crypto pour continuer à acheter des NFT. Et c'est ceux qui croient plus ou moins en fait aux NFT à long terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le bear market, il a quelque chose de positif, c'est qu'en gros, il épure plus ou moins le marché. Donc, quand c'est en bulle, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché. Je dis pas que c'est négatif, mais je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché. Et donc, il y a ceux qui croient réellement, en fait, au fondement, à la vision long terme, etc. Et puis, il y a les autres. Je veux dire que quand c'est en bière, finalement, ça se resserre autour de ceux qui ont vraiment cette vision long terme et qui sont là parce qu'ils croient vraiment, en fait, en la technologie, la vision, le changement que ça peut opérer sur le monde. Et ça nettoie plus ou moins tout l'aspect money, tu vois. Donc moi c'est ce que je pense et donc du coup c'est ce que je répondrai à qui continue à acheter des NFT aujourd'hui. Donc prochaine question. Alors ok, donc là c'est une grosse. Donc c'est Crypto Obo X, donc NFT communauté, NFT collector. Qu'est-ce qui est important selon vous pour une collection NFT? De déplacer leur NFT vers IPFS plutôt que d'héberger les images sur le web. Donc NFT, donc il y a les hashtags. Si vous connaissez l'importance ou les importances, répondez cela est important, non? Et je confirme que c'est important. Donc là, la question de fond, c'est en gros, c'est où sont stockés les NFT. Et donc concernant ce sujet, en fait, il y a deux aspects. Donc il y a le NFT en tant que tel. Donc ça, c'est l'inscription dans la blockchain. Donc ça, c'est dans la blockchain tout simplement. Donc la question
La réponse est dans la question, donc c'est en gros, c'est le NFT est dans la blockchain. Mais par contre, les choses que représente le NFT, donc tout ce qui est associé en fait aux métadata autour du NFT en tant que tel, en fait, ça peut être stocké à 3 endroits différents. Donc j'ai déjà fait en fait une vidéo autour de ça. Donc il y a 3 choses. Donc, en un, c'est soit on-chain, d'accord, donc ça c'est dans la blockchain. Et ensuite c'est off-chain, donc c'est-à-dire en dehors de la blockchain. Et en off-chain, il y a 2 endroits, donc c'est soit de manière centralisée ou décentralisée. Et donc du coup, ce qui est mieux pour la pérennité du token, en gros, c'est off-chain, ensuite décentralisé et centralisé. Donc c'est les 3 façons. Il y a des avantages et inconvénients. Donc avantage pour on-chain, donc c'est plus pérenne sur le long terme, mais c'est coûteux. Donc ça c'est clairement son gros point négatif. Pour décentraliser, l'avantage en fait, c'est que il y a l'aspect de la décentralisation. Donc en fait, on se prémunise en fait du défaut d'un acteur. D'accord. Donc c'est pour ça que aujourd'hui en fait dans la manière décentralisée, c'est IPFS qui fait foi en tant que standard. Donc l'avantage, oui, ce que je disais, c'est qu'on fait, on n'est pas dépendant en fait d'un acteur, c'est pas centralisé. L'inconvénient, c'est qu'il faut gérer en fait le cycle de vie du, des informations qui vivent dans IPFS et qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien mort. Et ensuite, pour la partie centralisée, donc l'avantage principal, c'est que c'est peu coûteux. Donc en gros, quand on dit centralisé, il faut penser à Google Drive, Amazon, S3, Dropbox, tous ces types de solutions. Donc c'est simple, c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais quid de, en gros, il y a un paramètre qui change. Finalement, la personne, en gros, elle travaille plus sur projet et puis en gros elle supprime son compte, et donc du coup si elle supprime son compte, l'hébergeur supprime toutes les données qui étaient associées à ce compte, etc. Donc c'est moins résilient, c'est beaucoup plus simple, et par contre c'est beaucoup moins résilient. Et il y a également l'aspect de quid de la survie en fait de l'acteur qui est centralisé. Donc globalement c'est ça qu'on peut dire. Donc il y a 3 façons de stocker donc les métadatas. Donc c'est soit on-chain, soit de manière off-chain décentralisée ou off-chain centralisée. Il y a des avantages et inconvénients et c'est important de connaître tout ça pour la robustesse en fait du NFT, pour pas se retrouver avec un token où en gros on n'a plus accès aux métadatas. Donc c'est une question qui est réellement importante. J'espère que j'ai répondu. Si vous voulez creuser un peu plus, je rajouterai en fait, donc ça c'est pas pour le live malheureusement, mais donc quand la vidéo en fait sera postée sur YouTube, je rajouterai en fait le lien de la vidéo en fait où sont stockés les NFT. Et on peut passer à la prochaine question. Alors, existe-t-il un endroit pour jalonner les NFT? Donc en fait c'est stake, donc en gros pour conserver, pour mettre en réserve les NFT, ou devons-nous trouver ou mettre en réserve pour chaque NFT? De plus, certains NFT ne peuvent-ils pas être mis en réserve, qu'elles sont en train d'être mintés ou quelque chose comme ça? Je ne vends pas, je mets en réserve. Donc, je vais juste lire ça en anglais pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc ok, donc je reviens sur la question. Donc là, ce que je comprends, en fait, l'utilisateur, lui, ce qu'il demande, c'est en gros, de manière générale, est-ce que, en gros, il y a un moyen de staker son NFT, de staker les NFT, donc de manière générale. Donc là, ce que je peux répondre. Donc au niveau du stacking, là, ce que je vais répondre, c'est que je suis pas extrêmement à l'aise à répondre à cette question, mais je vais donner des éléments de réponse, dans le sens où, moi, ce que je connais, par exemple, il y a la collection Moonbird, où, en gros, donc ça, c'est une collection de Kevin Rose, où, en gros, il y a un aspect de nesting, où, en gros, au plus on va mettre son token en réserve, au plus ce token va gagner des points. Donc il y a quelque chose comme ça, mais ça c'est propre en fait à la collection. C'est donc
Je ne sais même pas quelle technologie ils utilisent. Je ne sais pas si en fait c'est quelque chose qu'ils ont build, c'est leur équipe interne qui a build la chose, ou est-ce qu'ils utilisent en fait une techno qui est disponible pour tout le monde sur le marché. J'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que par exemple dans la collection Moonbird, donc les tokens peuvent être, donc, ils appellent ça nesté, et ça revient à la même chose en fait, c'est de staker en fait son NFT. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Ensuite, dans la notion de staking, donc il y a, je le mets en réserve, mais j'ai quelque chose j'ai comme un sorte de reward. Donc, on peut également penser à tout ce qui est à la partie prêt. Donc, il y a des plateformes. Donc, ça, je pourrais donner ça. Donc, j'ai pas les noms qui me viennent directement. Mais je sais qu'il y a des plateformes où, en gros, on peut prêter, en fait, son token. Euh, donc, en fait, on va l'échanger. Et donc, ce qu'on a, en fait, en retour, ça peut être soit des coins. Enfin, généralement, je pense que c'est des coins, mais ça peut être autre chose. Donc c'est une autre approche du stacking, mais plus sous l'angle, en fait, c'est un prêt. En fait, j'ai mon token et je l'utilise pas, mais je l'utilise en fait comme collatéral. Donc il y a également cet aspect. Et ensuite, la dernière chose que je vois pour répondre, en fait, pour donner des éléments de réponse, parce que je suis pas vraiment à l'aise, hein. Donc pour faire le résumé, donc en un, c'est un exemple, donc c'est la collection Moonbird. Donc eux, ils font du stacking, donc c'est appelé Nest. Donc ça fait gagner des points au niveau du token dans la collection. En deux, il y a l'aspect de prêt. Donc en gros, c'est d'utiliser son NFT comme collatéral pour avoir quelque chose en retour. Et la troisième chose que j'ai envie d'évoquer, donc là, il y a un petit camion qui est en train de passer. Donc peut-être que ça fait du bruit. Donc j'attends qu'il passe là. Hop, il est en train de passer doucement. Hop, je ne sais pas si on le voit. Bref, donc là il est passé, donc normalement on entend. Donc un, c'est Moonbird, c'est l'exemple Moonberg. Deux, c'est donc les prêts. Donc utiliser en fait son NFT comme collatéral. Donc c'est une forme de stacking, mais c'est un stacking avec des conditions plus ou moins. Et la troisième chose, en gros, oui, c'est la fractionnalisation. Donc c'est pas vraiment du stacking, mais pour moi ça me fait penser à ça. C'est en gros euh, c'est de, de diviser plus ou moins l'ownership d'un token pour des aspects de liquidité et pour faire en sorte que plus de personnes puissent en bénéficier. Pourquoi je pense au stacking quand je parle de fractionnalisation, c'est que finalement, en fait, on met son NFT dans une sorte de coffre-fort pour en obtenir en fait autre chose. Donc en fait, je mets le NFT dans un coffre-fort. En sortie de ça, j'ai un, un nouvel ownership qui est créé par cette action. Et on peut voir en fait le fait de le mettre dans le coffre-fort plus ou moins. Donc c'est peut-être pas les bons termes, mais en fait l'idée est là. Mais donc moi ça me fait penser à ça. Donc j'étais pas trop à l'aise pour répondre à la question de stacking. Je sais même pas finalement si j'ai donné les bonnes pistes de recherche, mais moi c'est ce à quoi ça me fait penser. Donc en un, la collection Moonberg, donc avec ce qu'ils font avec le nesting. En deux, l'utiliser le NFT comme collatéral, et en trois, le fait de fractionnaliser. Donc je ne sais pas du tout si ça va permettre en fait à cet utilisateur donc à Alec Block MC euh, d'avoir des éléments de réponse, mais c'est tout ce que je pouvais dire sur cette question. Donc prochaine question. Alors, la bulle NFT a-t-elle éclaté? Dommage, c'était amusant. Donc là, c'est Noah Smith et il présente en gros, donc là, c'est Google. Là, ce qu'il présente, c'est Google Trend. Donc sur le terme NFT. Donc on voit que c'est en shooting. Donc quelle date il a? Donc là, j'arrive pas à lire la date. Ah oui, en gros, c'est 2019. Donc on voit un petit pic 2021. Donc bien évidemment, c'est boum, c'est l'explosion crypto art, etc. Donc les NFT dans le mainstream. Et là, que c'est en train de redescendre.
Donc, moi, j'irais donc pour la bulle peut-être. Effectivement, peut-être que la bulle est en train de s'essouffler, mais quoi qu'il en soit, en fait, la technologie, elle, ne s'essouffle pas et je ne pense pas qu'elle va s'essouffler. Encore une fois, c'est une bonne chose parce que on peut aussi voir, en fait, on peut aussi l'associer en fait au bull market, au bear market. Donc là, clairement, en fait, on est en, plus ou moins en bear market. En plus, il y a une récession mondiale. Euh, et donc, ça explique également pourquoi la tendance est à la chute. Mais globalement, oui, je pense que en fait, c'est en train de s'essouffler, mais bon, ça s'explique par des éléments qui sont très tangibles. Hein. Donc, il y a le bear market. On regarde, en fait, il suffit d'aller sur CoinMarketCap et de regarder les top crypto. Vous mettez ça sur les 3 derniers mois et en fait, vous avez la même lisibilité. Et après, c'est ce qui se passe dans le monde, quoi, avec la guerre en Ukraine, les, euh, enfin, tout simplement la récession. Donc, tous ces éléments font que il y a ce Google Trend, tout simplement. Donc, moi, c'est ma croyance. Mais la technologie, en tous les cas, elle bouge pas, elle est là et les personnes qui en profiteront le plus, c'est ceux qui continuent en fait à y croire et à utiliser, essayer d'innover, de voir en gros dans leur industrie comment ils peuvent résoudre des problèmes qu'ont leur industrie et d'utiliser cette technologie pour innover et puis pour avancer tout simplement. Donc c'est ce que j'avais à dire sur ce tweet. Donc prochaine question. Alors là, c'est Boss Baby Club. Donc vous devez également payer l'essence avec Polygon. Ok, donc là, a priori, je sais pas s'il y a en fait, je sais pas s'il y avait un thread ou si c'est juste un tweet comme ça. Je pense, en lisant la question, je pense que c'est sorti de son contexte. Donc j'ai pas le contexte d'origine, c'est ça que je veux dire. Mais de ma connaissance, en fait, Polygon, il y a quand même des fees pour le fonctionnement du réseau, mais c'est juste qu'en fait les fees sont extrêmement bas. Donc si on fait une comparaison entre ce qu'il peut y avoir sur les fees Ethereum et les fees sur Polygon, en fait c'est le jour et la nuit aujourd'hui. Et donc pour répondre, en gros, c'est oui, il y a des fees, mais les fees sont enfin, ils sont 1 $ quoi. C'est pas quelque chose réellement que tu vas prendre en considération. Et, voilà, en gros, ce que j'ai à dire. Donc, prochaine question. Alors, êtes-vous sûr que cette chose NFT n'est pas un stratagème de blanchiment d'argent ou des trucs illégaux dans les coulisses? Cela n'a aucun sens. Donc, alors, il y a plus ou moins enfin, il y a 2 questions et puis une prise de position. Donc, est-ce que c'est blanchiment d'argent, etc. Pour répondre simplement en fait à cette question qui n'en est pas une, visiblement, moi, ce que je dirais, c'est que les NFT ne créent rien de nouveau. Donc, le blanchiment, c'est pas les NFT qui l'ont créé. Et les NFT ne seront pas la dernière manière pour des personnes de blanchir de l'argent. Donc, en gros, euh, il y a sûrement du blanchiment d'argent. Donc, ça, c'est même pas la question. Mais je veux dire, en fait, quel est enfin, en quoi, en fait, c'est une question finalement, parce que enfin, il suffit de regarder le monde, hein, enfin, du blanchiment d'argent, enfin, il y en a dans tous les milieux. À partir du moment où on peut euh, plus ou moins enfin, magouiller ou faire des jeux d'écriture, etc., enfin, c'est du blanchiment. Et donc, du coup, encore une fois, les NFT n'ont pas créé le blanchiment d'argent. Et le blanchiment d'argent, enfin, les NFT ne seront pas la dernière chose où il y aura du blanchiment d'argent. Ce que je veux dire, c'est en gros, c'est partout où on peut manipuler des choses, on peut faire des jeux d'écriture, où on peut faire passer quelque chose pour en back-end en faire passer autre, tu vois, donc c'est du blanchiment et donc du coup ça existera toujours de mon point de vue parce que ça c'est lié en fait à l'humain, donc ça existera toujours et après cela n'a aucun sens
bon, ça, plus ou moins, c'est pour ça que je disais, c'est une question qui n'en est pas une, parce que finalement, il y a une sorte de parti pris dans la question qui est posée. Mais moi, tout simplement, j'ai même pas envie de rentrer dans la question de euh, prouve-moi que il y a prouve-moi en gros à quel moment ça s'est passé. Moi, je pense pas, etc. Je vais même pas rentrer dans ce débat-là. Je pense effectivement qu'il y a des personnes qui l'utilisent à ces biais-là, dans cette fin, à ces fins. Mais pour moi, en fait, enfin, le débat n'est même pas là, parce que le blanchiment d'argent, encore une fois, les NFT n'ont pas créé, et le blanchiment en tant que tel a toujours existé et existera après les NFT. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de réel intérêt en fait à passer du temps sur ça. Ce que je dirais, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'avec la technologie blockchain, euh, il y a possibilité de remonter à la source. Donc il y a des fois où en gros il y a des wallets qui sont plus ou moins en gros vraiment anonymes, et donc du coup c'est compliqué en fait de remonter jusqu'à qui est derrière. Mais il y a des cas où en gros donc là c'est pas vraiment du blanchiment, je vais parler de scamming, mais bon dans l'idée c'est quelque chose qui est mauvais, et donc cette technologie est utilisée à il y a des personnes malicieuses qui utilisent cette technologie. Donc là, c'est juste, je parle pas en fait de blanchiment, mais je parle de scamming. Je connais un cas où en gros, une personne en fait a payé des scammers pour dépouiller en fait littéralement un utilisateur de ces coins. Et en gros, lui, il a utilisé Tornado Cash, donc c'est une plateforme en gros qui, plus ou moins, en gros, au lieu de te transférer directement tes fonds, c'est comme si eux, ils récupèrent les fonds d'un exchange, et ensuite ils temporisent pour les retransférer, pour que quand on regarde, quand on lit au niveau de la blockchain, que ce soit plus dur pour tracer. Mais dans ce cas-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tornado Cash, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont reçu une somme en entrée, et en gros, comme si dans la seconde qui suivait, ils refaisaient sortir la même chose, et donc ils ont pu remonter à la source de savoir qui était derrière le scam, et en gros, ils ont pu remonter à la source. Donc ce que je veux dire, c'est que ça existe sûrement, ça existe forcément dans la NFT. Je vois pas pourquoi les personnes n'essaieraient pas d'utiliser cette technologie pour faire du blanchiment, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la technologie blockchain, ce que ça apporte en plus, c'est la possibilité en fait de remonter à la source, et vu que c'est immuable, en fait c'est accessible à tous, c'est immuable, et donc tôt ou tard on peut faire des recoupements pour essayer de comprendre en fait qui a fait quoi. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. Donc oui, ça doit exister. Pour moi, de mon point de vue, enfin, le sujet en fait, c'est même pas un sujet, parce que le blanchiment, encore une fois, c'est quelque chose de plus global. C'est pas une problématique que les NFT ont créée. Et ce que j'ajoute en bémol, c'est tout simplement de comprendre que la blockchain fait en sorte que on peut, dans certains cas, remonter vers ceux qui font ces pratiques malicieuses. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et prochaine question. Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi les meilleurs NFT changent de main pour pas grand-chose? J'ai remarqué que VeeFriend et CryptoPunk se vendent pour moins de 1 ETH. Ok, ok, ok. Euh, donc VeeFriend. Je vais répondre d'abord sur VeeFriend et sur CryptoPunk, et ensuite je vais donner plus ou moins ce qui peut se produire. Donc je vais commencer plutôt par CryptoPunk. Donc CryptoPunk, donc ça c'est aujourd'hui donc c'est vu comme un c'est vu, on peut le voir un peu comme de l'or. En gros, c'est un actif en gros qui est là et qui protège une sorte de valeur. C'est un store of value. Donc j'ai pas la ce que j'ai essayé de faire en fait, c'était de traduire. Donc c'est une valeur refuge. Voilà. Donc on peut le voir comme une sorte de valeur refuge. Et ce qui est sûr, c'est que le floor, donc en gros le prix le plus bas auquel aujourd'hui on peut acheter du CryptoPunk, c'est pas un ETH. Donc je vais répondre d'abord sur ça. Donc s'il y a des, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Donc si vous constatez en fait, donc si cet utilisateur, donc c'est chaque SM, s'il constate des transactions où il y a du CryptoPunk en fait qui s'échange avec un ETH, on peut dire que finalement, en gros, c'est du taxe,
comment le terme déjà en anglais là, tax halving ou un truc comme ça. C'est en gros c'est pour essayer de se créer en fait des pertes. Donc ça c'est en termes de comptabilité, donc c'est plus ou moins comme des sortes de jeux d'écriture pour essayer de créer en fait une perte artificielle pour pas payer en fait de la taxe sur la plus-value, pour pas avoir de la taxe sur la plus-value qui soit exorbitante. En gros, il y a des personnes qui peuvent faire ça. Donc, ça, c'est pas que sur... c'est général, en fait, au monde NFT. Donc ça, c'est ce que je peux dire pour sûr pour CryptoPunk. Ensuite, sur VeeFriend, donc là, j'ai pas le contexte parce que est-ce qu'on parle de VeeFriend série 1 ou série 2? Parce que si on parle de VeeFriend série 1, donc moi, à ma connaissance, j'ai pas vu d'échanges récents en dessous de 1i sur série 1. C'est plus autour de 6 à 8, 9 pour les corps. Et donc, si on parle de VeeFriend série 2, donc en dessous de 1 is, oui, ok, mais en fait, c'est tout simplement le floor aujourd'hui sur un VeeFriend série 2, je crois qu'il est à 0.46 is. Donc, c'est pas déconnant. Et donc, tout simplement, ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai pas la même réponse pour VeeFriend que CryptoPunk. Donc, je manque de contexte sur VeeFriend. Mais de manière générale, donc si on enlève en fait VeeFriend et CryptoPunk en fait de la question, et si on transforme la question de, je comprends pas pourquoi il y a des tokens NFT qui se vendent pour beaucoup moins cher que ce qu'ils valent réellement sur le marché. Et donc, question. Donc là, la réponse c'est s'il y a quand il y a ce type de transaction, généralement c'est parce que les personnes essayent de se créer en fait des pertes artificielles pour pas avoir de la taxe sur plus-value exorbitante à payer. Donc c'est ce que je peux répondre. Voilà. Donc prochaine question. Alors, vous êtes sur quel projet en ce moment, que ce soit NFT ou crypto, Node, etc. Alors c'est King Kong. Donc je vais répondre assez rapidement sur ça. Donc moi je suis pas trop fan en fait de ce type de questions. Parce que réellement, ce qui est posé, c'est en gros aidez-moi à me dire où est-ce que je devrais mettre mes sous. Et, c'est très risqué parce qu'au final, c'est risqué pourquoi? Parce que quelle est l'intention de la personne qui répond? Est-ce que c'est en gros c'est une intention malicieuse? Est-ce que en gros elle essaye de plus ou moins de mettre en avant son propre bag, donc ce qu'elle a et qu'elle n'arrive pas à vendre? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'elle essaye vraiment d'aider, etc. Donc globalement, c'est pour ne pas rentrer dans toutes ces questions-là, c'est tout simplement, il faut faire des recherches, il faut regarder vraiment quelles sont les tendances. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'outils analytiques. Enfin, ma réponse, en fait, c'est qu'il faut faire des recherches. Donc, comment faire la recherche? C'est utiliser les outils qui sont à la disposition. Donc, ne serait-ce que OpenSea, on peut regarder les top 30 collections sur la semaine, sur le mois, etc., sur la dernière 24 heures. On peut regarder en fait le storefront de OpenSea avec ce qui sort. Mais bon, c'est un peu late. Donc après, c'est comment faire la recherche. C'est regarder un peu ce qui se passe sur Twitter, de quoi parle la communauté. En gros, c'est d'être présent dans certains Discord. Tout simplement, en gros, c'est faire les recherches. Et faire les recherches chez Chronophage, c'est pas facile, mais c'est le seul garant pour ne pas se retrouver derrière. Parce que ce qui peut, si on fait une sorte de timeline, c'est en gros, c'est le premier tweet, c'est en gros, ok, où est-ce que je dois mettre mes sous, plus ou moins. Le deuxième tweet dans je sais pas combien de temps, ça peut être ok, en gros, NFT c'est juste des scams, en gros, un truc de négatif, mais c'est négatif parce qu'au final, le chemin qui est pris n'est pas le bon. Donc c'est moi c'est ce que j'ai envie de dire, c'est en gros, ça peut être positif que si on fait les choses en bon ordre. Et faire les choses en bon ordre, c'est s'éduquer, faire des recherches, comprendre qui est derrière le projet, comprendre qu'est-ce qui fait que ce projet peut être vu comme unique,
qu'est-ce qui fait qu'il est différenciant, qu'est-ce qui fait que la différence qu'il apporte sur le marché est importante, est-ce que la différence qu'il essaie d'apporter, elle est superficielle, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas superficiel. En fait, il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas, enfin, déjà, je ne pense pas avoir de réponse toute faite sur ça. Euh, la seule réponse que je peux donner sur ce type de questions, c'est faites les recherches et donc implémentez toutes les choses que j'ai dites. Donc, moi, c'est réellement ce que je pense et ça aidera à assainir le marché. Et généralement, je me méfie des réponses toutes faites parce que en gros, sous ce tweet-là, derrière, après, il peut y avoir des réponses. Donc là, il est en français, mais quand c'est en anglais, c'est en gros des trucs, enfin des tweets automatiques en mode viens regarder tel projet, etc. Viens regarder tel projet. Mais c'est plus c'est voilà, c'est en gros, on n'essaie pas réellement de l'aider. C'est plus en gros, vas-y, viens mettre tes sous dans ce projet-là. Donc, pour moi, pour vraiment aider King Kong, donc c'est bien ça, hein, son OX King Kong, il faut faire les recherches. Il faut faire les recherches. Il faut que tu sois éduqué, aguerri, et que tu saches réellement pourquoi tu investis. Donc, généralement, quand je vois ce truc-là, pour moi, c'est comme un signal il n'y a pas de recherche qui est faite, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je le dis, et c'est réellement ce que je pense, et voilà pourquoi je le dis. Et prochaine question. Alors, pour tous les artistes, quel est le meilleur marché NFT? Quel est le meilleur... Ok, donc c'est en gros, quelle est la meilleure marketplace? Donc, j'ai envie de dire... je ne sais pas s'il y a une réponse... moi, je dirais que il y a des paramètres en fait qui sont pas pris en compte dans la question. Donc, déjà, c'est de quel artiste on parle, quel est son background, quel est son historique, quel est plus ou moins son, son, son trait artistique, qu'est-ce qui pas le différencie, mais en gros, qu'est-ce qui euh, en gros, on peut regarder le côté marketplace, mais la marketplace, elle ne sera rien d'autre qu'un intermédiaire entre l'artiste et des collectionneurs. Donc, si on fait abstraction de la marketplace, parce que en fait, un artiste peut aller sur toutes les marketplaces. Hein. Donc, le sujet, c'est pas de dire en gros quelle est la meilleure marketplace, parce que finalement, sur la marketplace, il y a de l'attention, il y a des utilisateurs, il y a des collectionneurs, et donc il y a des personnes qui recherchent en fait à acheter des NFT. Donc, pour moi, la question, c'est pas quelle est la meilleure marketplace, c'est plutôt en gros quelle est l'histoire en fait de cet artiste. Est-ce qu'il a déjà une communauté, etc. C'est beaucoup de questions en fait à se poser sur l'artiste. Et en fait, pour la faire courte, c'est la marketplace en tant que telle. Pour moi, c'est pas ce sera pas un réel. Ça va pas réellement faire de différence. Bien évidemment, c'est en gros OpenSea aujourd'hui, donc sur Ethereum, bien évidemment. OpenSea c'est ce qui prédomine. On peut dire que OpenSea c'est un peu le Amazon marketplace NFT, mais il y a beaucoup d'autres marketplaces, Neon Origin, Foundation, SuperRare, Rarible, Marketplace, et même aujourd'hui en fait il y a des solutions no code pour que l'artiste en fait il crée sa propre marketplace. Mais ce que je veux dire c'est par défaut qu'on pourrait dire en fait à un artiste, ben, c'est en gros mets-toi partout, mets-toi partout. Parce que partout il y a des collectionneurs. Mais donc ça, ce serait plus ou moins une sorte de réponse générique. Mais pour moi, avant de se poser la question de la marketplace, c'est d'abord s'interroger sur l'artiste, quel est son, quel est son background, est-ce qu'il a déjà une communauté, etc. Parce que pour un artiste qui a déjà une communauté, ça aura plus de sens de bien évidemment de se mettre en fait sur le marketplace,
mais d'essayer de créer sa propre marketplace et d'avoir une phase d'onboarding de ma communauté qui me suivait historiquement dans mon approche, dans mon art traditionnel. Je vous éduque en fait sur le Web3, etc. Et venez me rejoindre en fait sur le Web3, essayer de faire des trucs hybrides, etc. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que le, l'aspect de la marketplace, c'est important, mais c'est pas si important que ça, parce qu'au final, euh, mets-toi partout, tu vois. C'est l'artiste, il peut se mettre partout. Euh, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est en gros, je pense pas que parce qu'un artiste, un artiste lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui démarre, pas un artiste lambda, mais ce que je veux dire, c'est un artiste qui démarre, qui n'a pas d'historique, qui part de zéro, euh, il va se mettre partout, il n'aura pas le même impact qu'un artiste qui a du background, qui a un historique, qui a sûrement des jeunes communautés, ça n'aura pas le même impact que, par exemple, quelqu'un qui démarre en fait à créer de l'art, mais qui est déjà très impliqué au niveau de la communauté Web3, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que la marketplace, c'est quelque chose, c'est une chose, c'est un point de distribution, mais c'est pas le seul critère à prendre en compte. Donc j'espère que j'ai été clair dans ma réponse, mais c'est réellement ce que je pense. Et prochaine question. Alors, pensez-vous que le monde des NFT est sous-évalué ou surévalué? Donc là, la réponse ne tient qu'à moi. Moi, je dirais que c'est sous-évalué, euh, technologiquement parlant. Technologiquement parlant, donc c'est surévalué en termes de valorisation pécuniaire. Il y a certains NFT qui coûtent beaucoup plus cher enfin, qui ont une valorisation qui est très élevée par rapport à leur valeur latente. Mais par contre, technologiquement parlant, pour moi, c'est sous-évalué. Et c'est sous-évalué parce qu'en fait, le monde ne s'est pas encore approprié cette technologie, tout simplement. Et c'est sous-évalué parce que je pense qu'il y a le monde ne s'est pas encore approprié. Il faut qu'il y ait une adoption et il faut qu'il y ait plus d'éducation pour qu'il y ait plus de personnes en fait qui adoptent cette technologie. Donc, je réponds comme ça. Donc, il y a certains tokens qui sont surévalués en termes de valorisation pécuniaire par rapport à leur valeur euh, réelle. Mais par contre, la technologie en tant que telle, les techno NFT, pour moi, elle est clairement sous-évaluée. Et ce qui me fait dire ça, c'est que tout simplement, en fait, le monde ne s'est pas encore approprié à cette technologie. Et on vit dans un monde capitaliste. Tout ce qui est autour de nous appartient à quelqu'un. Et la technologie NFT, tout ce qu'elle fait, en gros, c'est de définir qui est le propriétaire d'une chose. Et cette chose, elle est soit physique, soit digitale. Donc c'est pour ça que je pense que c'est clairement sous-évalué. Et donc on passe à la prochaine question. Alors, vous vous demandez comment les NFT seront affichés dans le métaverse. Des exemples. Ok, donc il y a un problème au niveau de la traduction. C'est plutôt, en gros, je me demande comment les NFT seront affichés dans le métavers. Est-ce que vous avez des exemples? Eh ben, déjà, euh, déjà. On vit déjà dans. Ce que je veux dire, c'est on est déjà dans le métaverse. Là aujourd'hui, en fait, je fais un live. Le live, il est en temps réel sur LinkedIn, Twitch, Twitter et YouTube. Si je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'audience ou s'il y a des personnes qui regardent en temps réel, mais les personnes qui regardent ça, ils sont déjà dans le métaverse, tu vois. Euh, donc c'est déjà prendre en compte qu'on est déjà dans le métaverse. Quand tu es sur, par exemple, TikTok, Instagram ou peu importe le réseau social dans lequel tu consommes le plus, tu es déjà dans le métaverse en fait. Et de la même façon en gros, quand tu regardes certaines choses, par exemple dans Instagram, quand tu regardes dans ton feed, et des fois après tu peux cliquer sur le post, et sur le post après tu as comme un sort de euh, mini, site e-commerce qui te dit en gros, ah il y a tel produit, tel produit, tel produit, et ben tu remplaces le produit par un token NFT.
tu vois. Et imagine qu'en gros, donc là, c'est un exemple de mon point de vue. Donc ça, j'ai pas encore vu expérimenter, mais de mon point de vue, c'est un truc qui va se faire logiquement. C'est en gros, imaginons, il y a une collaboration qui est faite entre, je sais pas moi, une influenceuse et une collection NFT. Et ben, dans son feed Insta, ce qu'on verra, c'est en gros, ben, t'imagines, il y a un post, et dans ce post, quand tu cliques sur le post, en fait, tu vois le token et tu peux aller le voir en fait dans la blockchain, tu as accès aux métadatas, etc. Et donc pour moi, ça c'est un exemple. Et après, c'est en fait le, ce sera, il y a sûrement des choses en fait qu'on va pas, des cas d'utilisation qui seront fous, des choses innovantes et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites et qui, en gros, qu'on peut déjà remplacer avec des NFT et qui, concrètement, sans vraiment révolutionner ce que tu fais au quotidien, tu peux déjà être, donc, tu es déjà dans le métavers. Ce que je veux dire, c'est, il suffit pas grand-chose, il suffit juste que la plateforme, en fait, elle intègre cette techno à sa plateforme pour que tu sois exposé, en fait, de plus en plus à des NFT. Par exemple, il y a Spotify qui font un test là sur, en gros, ils ont pris un pool d'artistes et les artistes, en gros, ils peuvent présenter des NFT qu'ils ont, tu vois. Et ben ça, c'est une manière d'être exposé. Donc, tu es dans Spotify, tu écoutes ta musique, etc. Tu es en train de poser et boum, tu peux voir des NFT. Donc, ça, c'est un autre cas d'utilisation. Mais je prends les réseaux sociaux parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est le meilleur exemple sur, sur pour vraiment faire le trait entre parce que le métaverse, on est déjà en fait dans le métaverse. Le métaverse, c'est c'est le l'évolution du monde internet et c'est en fait c'est l'évolution et c'est le côté digitalisé en fait. Et quand tu es dans les réseaux sociaux, tu es déjà dans un monde digitalisé. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là et j'espère que j'ai répondu à ta question tout simplement. Donc prochaine question. Alors, si vous possédez un NFT, l'utiliseriez-vous comme fond d'écran de votre téléphone ou l'encadreriez-vous ou que feriez-vous d'autre physiquement avec votre NFT? Faites-nous savoir ci-dessous. Bah, je pense que ouais, je pense simplement que des fois, pour revenir aux choses simples, c'est par exemple ça là, ce logo là. En gros, ça c'est le coq sportif. Donc en gros, moi c'est un cadeau, mais ce que je veux dire c'est le coq sportif. En gros, c'est une marque et ça représente quelque chose. Mais après, c'est surtout pour le côté bleu blanc rouge. Parce qu'après, moi je suis pas dire que je suis un fan du coq sportif. Mais c'est pour le côté bleu blanc rouge que j'aime bien ce t-shirt. Mais si on remplace le coq sportif avec Nike, Adidas, Reebok, Puma, peu importe la marque, c'est une marque. Et donc c'est un moyen de communication. C'est en gros quand tu portes ça ou Balenciaga, Lacoste, peu importe la marque. C'est quand tu portes une marque, finalement, tu ne fais pas que t'habiller. En fait, tu t'habilles, mais tu communiques aussi. C'est euh, euh, quand tu quand tu quand tu vas au coiffeur, quand je sais pas moi, ça dépend des occasions, mais les, ta manière de t'habiller et la manière de te coiffer, par exemple, c'est un moyen de communication. Et donc, ce moyen de communication, en fait, il est là pour exprimer quelque chose et pour te représenter, en fait. Ce que je veux dire, c'est que le NFT, c'est la même chose. C'est aujourd'hui, il y a énormément de choses que tu achètes. Tu achètes pour utiliser ou tu achètes pour communiquer. Tu achètes pour dire, ben, soit, hey, moi aussi, je fais partie de ce club, ou voilà, c'est une manière de communication. Et ben, les NFT, c'est la même chose. Donc, en gros, les deux cas d'exemple qui sont donnés, ben, des personnes peuvent le faire, mais pourquoi elles le feront? Pour communiquer. Pourquoi il y a des personnes qui afficheront, en fait, simplement pourquoi des personnes décoreront leur maison d'une certaine façon? C'est parce que enfin, ils se sentent bien comme ça, mais c'est aussi pour communiquer quelque chose. C'est pourquoi certaines personnes vont porter certaines chaussures et pas d'autres. C'est pour communiquer quelque chose. Pourquoi certaines personnes vont s'habiller d'une certaine façon. C'est pour communiquer. Donc simplement, c'est en gros de manière large. Donc là, c'est deux
ces deux exemples qui sont donnés, mais de manière large, ça permet de communiquer. Parce que les NFT, encore une fois, c'est une technologie qui permet de définir qui est le propriétaire d'une chose, et cette chose, elle est soit physique, soit digitale, et de démontrer qu'on a une chose, comme je le dis, hein, c'est avec les habits et puis les coiffures, puis avec toute chose, c'est en gros, c'est une manière de communiquer. Donc il n'y a aucune raison que ce comportement ne changera pas, il sera même amplifié. Parce que en fait, vu que les NFT permettent de mettre une étiquette sur beaucoup plus de choses, c'est une technologie qui, enfin, l'innovation vient de là, c'est en gros on peut faire plus de choses avec qu'on pouvait le faire avant. Donc la communication que je viens d'expliquer là, elle va être faite de manière plus poussée en fait. Donc c'est ce que je peux dire sur cette question. Et donc du coup, prochaine question. N'y a-t-il pas de violation du droit d'auteur sur les NFT? J'aime chaque NFT inspiré de Naruto. Devrais-je m'inquiéter? Ok. Donc, désolé, je suis de retour. Donc en gros, n'y a-t-il pas de violation de droit d'auteur avec les NFT? Bien sûr que si. Les droits d'auteur, c'est quelque chose qui existe déjà. Les NFT ne dérogent pas à la règle. Et donc, du coup, en fait, bien évidemment, ça existe et que si tu constates, donc là, dans ce cas précis, c'est tu achètes des NFT, ces NFT, en gros, tu n'es pas sûr qu'ils respectent les droits d'auteur. Bon, il y a deux choses. Soit tu es vraiment juste pour le côté art, ben limite, tant pis, tu vois. Et en gros, tu les as déjà et puis tant pis. Mais par contre, si c'est vraiment dans une logique d'investisseur, bien évidemment, il y aura un impact. Si le token, en gros, y a des problèmes de copyright parce que la, la société en fait qui détient les droits au niveau de l'IP Naruto, à un moment donné, en fait, elle va attaquer ceux qui ne respectent pas en fait ces droits d'auteur. Donc, pour un angle investisseur pur, c'est un signal d'alarme, bien évidemment. Et après, j'ai envie de dire, si c'est juste en mode collectionneur, c'est pas à dire que j'incite en fait au non-respect des copyrights, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est si en gros tu les as déjà achetés, tu les as, en gros en tant que collectionneur, ben, c'est dans ton wallet et puis tant pis. Mais globalement, c'est bien évidemment c'est quelque chose en fait à prendre en compte, en ligne de compte. C'est est-ce que globalement il y a un respect des copyrights? Oui, non. Et si c'est non, bien évidemment, c'est drapeau rouge. Et dans le drapeau rouge, ça veut dire bah, je me tiens écarté parce que ça n'annonce rien de bon. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, gros drapeau rouge si t'es un. Peu importe si t'es juste investisseur, collectionneur, peu importe, c'est gros drapeau rouge globalement. C'est s'il y a un non-respect des droits d'auteur, ben, ça ne pourra pas perdurer parce que tôt ou tard, le propriétaire de l'IP d'origine, en gros, à un moment donné, il va se réveiller, il va faire les démarches légales. Et deuxièmement, de toute façon, après, la communauté, en fait, elle va pas suivre derrière. Parce que si c'est pas clean, en gros, ben, les fondamentaux, ils sont pas là. Et si les fondamentaux, ils sont pas respectés, et ben, c'est pas bon, quoi. Donc, du coup, prochaine question. Alors, question au OG NFT. Donc, WYT, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, en gros, c'est une question sur les équipes docs ou pas docs. Donc, en gros, quand ils sont docs, en gros, on révèle qui est la team. Quand ils sont non docs, on révèle pas qui est la team. Je sais que Web3 est un peu pro non doxé, mais pensez-vous que c'est un risque aujourd'hui si l'équipe n'est pas doxée, intéressée par comment les pensées des gens ont changé? Donc, moi, je dirais que donc, clairement, de mon point de vue, déjà depuis 2021, ça a clairement changé. Près 2021, le côté docs, il n'était pas si important que ça. À partir de 2021, en gros, il y a eu
déjà la communauté NFT s'est agrandie. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, dont moi, qui a intégré ce nouveau monde, et plus ou moins qui vient avec ses propres codes et habitudes. Et donc, du coup, le côté docs, quelque chose qui a été de plus en plus important. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est quelque chose qui est important. Après, il y a toujours des cas d'exception. Par exemple, il y a dernièrement la collection Globington, là, qui est sortie de nulle part. En gros, équipe non doxée, etc. Bon, depuis, ils se sont révélés. Mais équipe non doxée, ça, c'est vraiment récent. De l'ère 2021, Bored Ape. Donc aujourd'hui, c'est dans les top collections NFT à date. En gros, au début, ils sont pas docs. On ne sait pas qui ils sont. Et même, en gros, ils se font docs. Si je dis pas de bêtises, c'est en gros, c'est même pas, c'est même pas fait exprès en fait. C'est pas, en gros, ben, ils ont décidé de révéler qui était derrière. Tout ça pour dire que le côté docs et enfin, de révéler qui est derrière et de pas révéler qui est derrière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui voient ça comme important, et notamment pour l'aspect de si on ne sait pas qui est derrière, et ben finalement ça ouvre le champ à tu peux faire un scam, rock pool et bis repetita. Donc par exemple, j'aime pas mettre tirer sur des personnes, mais par exemple la collection Azuki, en fait, il a été révélé que l'équipe qui est derrière, en gros, ils ont fait 3 rock pools avant de faire Azuki. Et ça, c'est possible. Pourquoi? C'est possible parce qu'ils n'étaient pas docs. Donc, il y a le côté de. Je dis pas que. Enfin, moi, enfin, je vais dire ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est que une équipe qui n'est pas docs, le, le fait de ne pas être doxé, en gros, c'est comme un signal, de mon point de vue. Ça, c'est juste un avis, c'est le mien. C'est en gros, ne pas révéler qui est derrière un projet. C'est comme une sorte de protection si quelque chose se passe. Et cette chose peut être quelque chose de mauvais. Et donc, du coup, c'est comme si avoir une sorte de totem d'immunité si quelque chose se passe mal. Et au contraire, en fait, il faudrait savoir l'historique complet d'une personne, etc., pour faire un choix aguerri finalement. Mais moi, en tous les cas, donc ça, c'est vraiment juste mon choix personnel. Enfin, c'est ma manière d'approcher le sujet. C'est en gros une collection NFT. La première question que moi, je me pose personnellement, après, il y a tout ce qui est utilité, etc., la communauté, tout ça. Mais la première chose que moi, je me demande, c'est qui est derrière. Et donc, le qui est derrière, si on ne sait pas qui est derrière, moi, clairement, c'est gros drapeau rouge et ça me freine, en fait. Donc ça, c'est juste moi, personnellement. Après, chacun fait comme il veut. On peut voir du pour et du contre, mais moi, ma vision des choses, c'est que une équipe qui n'est pas dox, moi je vois comme un drapeau rouge. C'est en gros, c'est un gros frein, quoi. Et après, bon, des exemples de équipes pas dox qui, au final, quand ils ont été dox, ça a plombé la vie du projet. En fait, je peux donner certains noms. Je peux penser, par exemple, de l'ère 2021, Femme Lady Squad. En gros, le narratif, c'était c'est à l'époque où en gros il n'y avait pas beaucoup de projets NFT faits par des femmes. Et ben il y a une équipe qui se prétendait être des femmes qui a lancé ce projet. Ça démarre bien. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'en fait c'était 3 personnes, quoi. C'était 3 mecs. C'était 3 mecs qui sont juste fait passer pour des femmes pour en gros utiliser ce côté storytelling de projet 100% géré par des femmes, toute la team est 100% féminin, etc. Donc depuis, ça a été repris par Bord Becky. À un moment, ça avait changé de nom, mais c'est revenu pour ne pas perdre en fait plus ou moins le peu d'actifs qu'il y avait déjà au niveau de la communauté qui était autour du nom. Mais je ne suis pas en train de descendre le projet. Tout ce que je suis en train de dire, c'est
la porte couvre le fait d'être non doxé. Et donc moi, c'est pour ça que je vois ça comme un drapeau rouge et que c'est la première question que je me pose quand je regarde en fait un projet NFT, c'est qui est derrière. Donc c'est tout pour moi. Prochaine question. Alors, quelle est l'importance? Non, question, discussion, pardon. La marchandise physique est-elle importante pour NFT? Moi, j'ai envie de dire que en fait, tout est important. Donc là, on parle de merch, de marchandises. Enfin en gros, ça peut être des t-shirts, je sais pas moi, des bonnets, casquettes, bérets, peu importe, même un sweatshirt, peu importe. C'est en gros le NFT. Donc cette technologie aujourd'hui, elle est utilisée. Donc là, on entend les cloches. Là, donc, je sais pas s'il est la nuit, je sais pas quelle heure il est, mais en tous les cas, la technologie NFT, donc il doit être midi. Donc la technologie NFT, elle est utilisée par des sociétés comme en fait c'est un levier pour la constitution de nouvelles sociétés. Et ensuite, la société, elle va s'opérer comme une société plus ou moins lambda. C'est-à-dire que la société, elle va devoir faire du marketing, elle va devoir gérer du staff, elle va sûrement faire de l'e-commerce. En gros, ce que je veux dire, c'est que la structure en tant que telle de la société, ce sera une structure de base. Et donc, du coup, le NFT est utilisé comme moyen de levier pour créer en fait une IP. Et cette IP, derrière, il faut la faire vivre. Et quand on la fait vivre, il faut la faire vivre autour de l'univers. Et cet univers, ensuite, il est soit il est digital, mais quand il est physique, et ben, c'est physique dans tout ce que l'on connaît déjà. Donc c'est des merch, ça peut être des expériences, ça peut être des événements, ça peut être, je sais pas moi, enfin, tout ce qu'on peut imaginer en fait dans le monde physique et que tu fais déjà en fait. Et donc du coup, les merch, c'est juste un aspect. Donc, par exemple, le côté, par exemple, en 2021, les roadmaps, c'était systématiquement en fait une nouvelle collection qui se lançait. Il y a la roadmap à 10%, à 20% on fait ça, à 30% on fait ça, à 40%, à 70% on relise le community wallet, etc. Donc ça dans la roadmap. Et dans la roadmap, il y avait merch. Il y avait on fait à tel pourcentage quand on a fait tant de pourcents de celle de vente initiale, ben on commence sur la partie metaverse. Quand on a fait tant de pourcents de vente, et ben on va faire la partie notre genre cartoon, etc. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui était dit, plus ou moins, de manière enfin, comme une sorte de copier-coller, parce qu'au final, les roadmaps, je ne regardais même plus, parce qu'au final, c'était juste tout le temps la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le merch, c'est juste une dimension pour étendre l'IP dans le monde physique. Et donc, tout ce qui peut permettre d'étendre une propriété intellectuelle dans le monde physique, c'est une option qu'une société elle doit prendre en compte. Et les merch, donc les habits, c'est une option. Mais, il y a énormément d'options et donc ce que je veux dire, c'est que les NFT sont utilisés comme levier pour créer les IP de demain. Ces IP de demain seront gérés par une société et cette société, pour faire grandir l'IP, ils vont utiliser des médiums et les merch sont un médium. Donc c'est ce que je peux dire sur cette question. Prochaine question. Alors pourquoi la plupart des collections NFT ont-elles exactement le même caractère, seulement colorées ou habillées différemment? Existe-t-il un marché pour une collection où chacune est différemment unique? Ok, donc là, alors comment il s'appelle? C'est James. Donc 153 poissons. Ok. Donc 153 poissons. Donc c'est marrant, je ne connais pas l'histoire derrière. Pourquoi pas 149? Pourquoi pas 151? Bon, c'est 150. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc ok, donc 150 poissons. Donc là déjà, je sais pas il n'y a pas d'exemple, donc je ne sais pas spécifiquement de quoi tu parles. Mais en fait, sur le marché NFT aujourd'hui, il y a beaucoup de choix. Et donc, il y a du 1 pour 1, il y a des petites collections,
il y a plus ou moins ce qui aurait pu être vu comme le standard des 10 000 ou les 10 000 où en gros il y a une sorte de rarification qui est fait où en gros les tokens sont générés de manière algorithmique, enfin c'est programmatique plutôt. Euh, donc il y a des layers et ensuite ces layers ils sont utilisés par un algorithme et cet algorithme ensuite il va créer tout un panachage de tokens et ensuite ces tokens ils seront soit rares parce qu'il y en a très peu ou soit non rares parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça pour dire que dans la question qui est posée, j'ai l'impression que parce que en fait c'est déjà le cas dans ce que tu demandes, c'est en gros j'ai l'impression qu'il y a des collections, c'est toujours la même chose. Il y a, pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas différent. Ben, c'est, il y a énormément de choses différentes aujourd'hui sur le marché. Il y a, comme je viens de le dire. Après, sur le côté, j'ai un personnage et ce personnage, en gros, il est plus ou moins à la sauce. Euh, soit il est rare en mode c'est par exemple un extraterrestre, en mode c'est un robot ou c'est un fantôme, ou plus ou moins il est classique, mais ça reste finalement le même personnage. Il y a des collections comme ça, mais aujourd'hui sur le marché NFT, il y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Et donc, si tu as l'impression de voir que la même chose, j'ai envie de te dire, étends un peu plus tes recherches. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a même de l'art génératif. En gros, c'est on-chain, il y a un programme qui est dans la blockchain et qui, lui, en gros, le programme, quand il se lance, eh ben, en fait, il va générer de l'art. Il y a beaucoup d'options différentes. Et donc, du coup, si tu as l'impression de voir tout le temps la même chose, eh ben, arrête de faire les recherches que tu fais aujourd'hui, essaye de chercher, de faire des nouvelles recherches que tu n'as jamais fait avant. C'est ce que je dirais parce qu'aujourd'hui, en gros, il y a quand même un certain. C'est panaché, quoi. Il y a pas mal de choses. Donc, si tu as l'impression vraiment de voir tout le temps la même chose, en mode 10 000 tokens, c'est plus ou moins un personnage de fond qui euh, il est juste mis à plein de choses différentes et après il y a une sorte de pyramide où en gros le bas de pyramide c'est tous les tokens un peu la masse et après le haut de la pyramide c'est vraiment les tokens qui sont un peu rares dans la collection mais globalement en fait il n'y a pas que ça sur le marché aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc le conseil que je donnerais là c'est d'étendre tes recherches et de soit d'étendre tes recherches ou soit de faire des recherches que tu n'as jamais faites avant pour ne pas retomber sur ce que tu vois trop souvent aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai à dire. Et prochaine question. Ok, donc question sérieuse pour les collecteurs NFT. Quand décidez-vous de vendre un NFT d'un projet pour en rejoindre un autre? J'essaie actuellement de faire un point chaque fois que possible pour en acheter au moins deux, afin que je n'ai pas à quitter complètement le projet, mais, mais pas toujours en mesure de le faire. Ok. Donc là, la question qui est posée, en gros, c'est quelle est la stratégie plus ou moins pour passer de projet en projet? Euh, donc là, ce que je conseillerais, c'est de faire des recherches sur tout ce qui est flipping NFT. Donc là, on parle de deux, mais on pourrait même évoquer trois, avec un qui est pour le long terme, un qui est pour revendre immédiatement et un qui est plus opportuniste. Donc un long terme, c'est en gros, ben, il est là, lui, je ne le touche pas, et puis on voit ce que le temps va révéler. Un qui est pour tout de suite essayer de plus ou moins de trouver retomber sur ses parts financières et un qui est vraiment opportuniste en mode ben, s'il y a une belle occasion qui se présente, ben, j'ai au moins un truc que je peux essayer de vendre. Donc moi, sur le principe, j'irai 3. Après, dans les faits, c'est pas quelque chose que j'ai réellement pratiqué, c'est plus une sorte de théorie. Ça, c'est pas quelque chose vraiment que j'ai pratiqué, c'est une théorie que moi-même je me posais comme question de comment je devrais m'organiser justement pour essayer de faire plusieurs choses. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas allé dans. Enfin, là, je parle de moi. Hein, je suis pas allé dans énormément de projets. Et donc, du coup,
J'ai plus été, on va dire, sélectif, mais après, il y a aussi le côté. Donc là, ce qui n'est pas indiqué, c'est euh, quelles sont les liquidités qui sont disponibles pour faire ça. Parce que si, en gros, il y a énormément de liquidités, ben, limite, la notion de flipping, en fait, elle est moins importante. Mais s'il y a, en gros, ben, il y a zéro liquidité en entrée, ben là, c'est en mode, ben, euh, si tu n'arrives pas à être profitable sur tes mouvements, ben, finalement, tu as de moins en moins de, de coins disponibles pour aller dans des nouveaux projets. Parce que si, par exemple, pour la faire simple, imaginons, on rentre dans un projet, tu rentres dans un projet et chaque token que tu achètes, en fait, il valent 1 IS. Donc ça te fait 2 IS d'utiliser. Donc ensuite, tu essayes de sortir de ce projet-là pour aller dans un autre, mais quand tu veux sortir de ce projet, en fait, tu n'arrives pas à le vendre à 1 IS, tu le vends à 0.8. Tu es déjà à moins 2, moins 0,2 de ce que tu avais déjà, et donc c'est à moins 0,2 pour saisir plus ou moins une nouvelle opportunité. Donc si tu fais tout le temps ça, et si c'est jamais positif, ben, au fur et à mesure, en fait, ton ta réserve et tes liquidités disponibles, en fait, elles vont s'amoindrir et tu auras moins en moins de, de coins disponibles pour aller sur un nouveau projet. Donc là, le vrai sujet, c'est en gros, c'est comment, c'est de rester liquide, quoi. C'est de rester liquide. Comment rester liquide pour saisir de nouvelles opportunités. Donc il y a l'aspect rester liquide. Après, il y a la question de comment détecter une nouvelle opportunité. Parce qu'aller dans un nouveau projet, c'est simple, mais aller dans un... Parce que là, la question sous-jacente, c'est le flipping, en gros, c'est passer de projet en projet. Mais si c'est passer de projet en projet, mais qu'au final, ton enveloppe globale, en fait, elle diminue, et ben, plus tu vas le faire, et moins tu vas pouvoir aller de projet en projet. Et à un moment donné, en fait, tu seras donc figé parce que tu n'auras plus de liquidité. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a l'aspect de rester liquide, donc en gros de toujours avoir en fait des points disponibles, donc ça c'est hyper important. Et après, il y a l'aspect de savoir détecter un bon projet. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Donc, pour répondre à ta question initiale, euh, le plan, ce serait apprends à rester liquide, un, et deux, apprends à savoir ce qu'est un bon projet. C'est ce que je dirais. Et donc, prochaine question. Alors, quelle est l'importance des traditions de la construction du monde dans l'espace NFT? Je suis vraiment curieux. Donc, là, malheureusement, je sais pas. J'ai pas, enfin, je comprends pas la question, donc je vais pas pouvoir répondre. Donc, malheureusement, je suis désolé, je peux pas répondre. Donc, prochaine question. Qu'est-ce qu'un NFT parfait pour vous? Ok. Qu'est-ce qu'un NFT parfait? Bah, un NFT parfait, c'est un NFT qui, à la fois, donc le NFT parfait, c'est le NFT qui, tu es fier de l'avoir, qui te donne accès, enfin, qui te donne accès à une belle communauté, donc tu es fier d'appartenir, qui te donne accès à des expériences que tu es fier de participer et avec un token qui s'apprécie. Donc parfaitement, ce serait ça. Voilà. Donc c'est ce que je dirais. Ok. Donc c'était la dernière question. Donc it was the last question. Donc c'était la dernière question. Donc c'était un épisode un peu particulier donc de Get Robert. Donc c'était un Get Robert en extérieur. Donc je sais pas si vous avez entendu les petits criquets. Bon, il y a des voitures qui passent. J'espère que ça n'a pas trop dérangé. Bon, désolé pour les interruptions. Donc ça a coupé 2 fois, je crois. Désolé pour les interruptions. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé ce format? Est-ce que le format en extérieur, en fait, il est plus amusant que le format plus ou moins figé en mode au bureau? Dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi si vous trouvez ça fun. Est-ce que vous voulez avoir une autre édition dans le même format? Sinon, Get Robert, qu'est-ce que c'est? Donc, Get Robert, c'est vous avez des questions,
NFT, vous les posez, moi j'y réponds. Si vous voulez me poser une question très simple, vous taguez Robert Nelta sur Twitter et vous rajoutez le hashtag GetRobert et vous posez votre question. Et c'est comme ça que je peux identifier votre question, la prendre et l'intégrer au show et d'y répondre et de vous donner, dans le meilleur des cas, une réponse et dans le moins bon des cas, par défaut, au moins des pistes de réflexion. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Hop, donc édition extérieure. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite édition. Et puis je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!